Grand Katanga, qui était dans la deuxième zone, ne nous ont pas auguré une certaine confiance parce que tout calcul fait, on a montré que le Grand Kassai, par la CENI, sortait de ces élections, enfin de cet enrôlement comme la plus grande portion nationale par rapport aux électeurs. Alors que quand on fait par rapport aux élections passées, la portion de la République qui avait donné le plus d'électeurs, c'était la portion Est. Donc la zone, je vais dire, la zone 3, la zone dans laquelle se trouve le Grand Kivu, une partie évidemment du Grand Katanga, la grande province orientale. Donc, avec ces opérations déjà d'enrôlement, nous avons tous eu à voir comment des choses étaient décriées. On a vu qu'on a raccourci les délais des gens pour se rendre au centre d'enrôlement et l'engouement qu'il y avait plutôt. Parce que vous êtes sans ignorer qu'étant donné que nous n'avons pas de carte d'électeur, des cartes d'identité pour citoyens, tout le monde accourait à ces centres pour avoir la carte d'électeur. Et cette carte d'électeur qui tient lieu de la carte pour l'identité. Et c'est ce qui faisait l'engouement des gens là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a des gens qui se rendaient là-bas 2 jours, 3 jours, 4 jours, même une semaine. Évidemment. Au point où ils s'étaient découragés, évidemment. Ils s'étaient découragés et ils ont trouvé que bon, écoutez, je peux juste aller parce que je ne sais pas ce que demain de quoi demain sera fait. Et si jamais on me demandait la carte, qu'est-ce que je dois faire? Mais quelle est la conséquence? La conséquence est que ces gens qui sont fatigués de voir carte d'électeur, qui carte d'électeur, alors ça peut. Bien de gens vont s'engager pour aller voter. Parce que si les élections n'étaient, nous devons le dire, ce n'est pas une panacée pour qu'on arrive au développement, et beaucoup de gens sont déçus par les élections. Donc, là, on parle seulement des processus. Nous parlons encore des secteurs. À 1600 mètres, à nous tous là dans le là. Nos frères sont peut-être voués à faire une qui dit non. Nous n'avons pas loin de chez nous. Ici, Bunagana, c'est hier ou avant-hier, on venait de, je ne sais pas si on va dire commémorer, une année d'occupation. Une année d'occupation à Bunagana, je rentre dans les déplacements internes que toutes ces guerres nous ont faites. Ces guerres nous ont faites, selon les chiffres qu'a donné les bureaux de coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, à peu près 5 millions de déplacés. C'est vrai, vous allez me dire, honneur, que non, la CENI a quand même eu à installer des bureaux, pour que les gens passent pour élire. Oui, mais la CENI, est-ce qu'elle a placé des bureaux capables de recenser 5 millions de déplacés? Je dirais non. Des circonscriptions aussi sensibles, aussi grandes que la circonscription de Lubero, par exemple. Lubero, disons-le, c'est le deuxième territoire par rapport au nombre. Donc Lubero vient juste après, je pense, les territoires d'Idiofa. Mais est-ce que Lubero a été suffisamment recensé? Est-ce que les gens ont été recensés? Mais on dirait non. On dirait non. Honneur est là, je pense que on peut s'en apercevoir que, au vu de ce qui s'est fait par rapport à tout ça, il y a lieu de penser que ça peut faire peur. Disons-nous que les processus tels qu'on nous montre là, ça n'augure pas confiance. Ça ne nous fait pas confiance. Il y a lieu de penser même que ce qui va découler de ces processus risque d'être des choses qui feraient peur à la démocratie. Vous l'aviez souligné quand vous étiez en train d'introduire qu'il y a une certaine méfiance dans les chefs de politiciens du pays, pas le moindre, que ce soit de l'opposition, j'allais même dire que de la majorité. L'opposition, elle aussi, il faut se demander, mais c'est de quelle opposition que nous parlons. Déjà que si on regarde ce qui devra être fait, la loi électorale, on peut se demander. On peut se demander parce qu'on rentre dans l'histoire. Je pense que c'était le 13 mai 2022, il y avait une plénière à l'Assemblée nationale et cette plénière devrait discuter de ce que sera la loi électorale. Il y a un groupe qu'on appelle G13. Le groupe G13, c'est le groupe de parlementaires qui se disent être de l'opposition et de la société civile. Ces G13 avaient proposé, le G13 avait proposé que l'on puisse faire une sorte de garde-fou par rapport à la loi. Premièrement,
en essayant de voir comment est-ce qu'on mettrait de garde-fous pour qu'on n'assiste pas à une sorte de simulacre d'élection. La première chose que les groupes de G13 demandaient, là je suis en train de dire, les 13 mai 2022, c'était d'abord la suppression du seuil électoral. Parce que c'est le seuil électoral, honneur, qui fait que nous ne puissions pas, nous, avoir accès de la société civile à nous présenter. Parce que comment pouvons-nous nous présenter alors que nous savons qu'il est très difficile, si on n'est pas allié à un parti politique ou un regroupement politique à réussir les élections. Donc les seuils, c'est une des choses qui augure un certain tripatouillage ou une certaine tricherie par rapport aux élections. La deuxième chose que le G13 exigeait, c'était, écoutez, Jean-Pierre Bemba déjà en 2018, il n'était pas éligible. Et les G13 exigeaient à ce qu'on puisse supprimer des dispositions pareilles et laisser des gens comme Jean-Pierre Bemba se présenter. La troisième chose que le G13 exigeait, c'était qu'il y ait, proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. S'il y a proclamation des élections bureau de vote par bureau de vote, donc il y a possibilité de faire de projections. On peut savoir à ce bureau de vote quel député, disons, potentiellement a été élu avec combien de voix, candidat président a eu combien de voix, et puis c'est facile à faire la compilation. Mais l'Assemblée nationale, les autres ont refusé. La quatrième chose demandée, c'était que les suppléants sur la liste électorale, que les suppléants ne soient pas les parents directs des candidats. C'est-à-dire soit leurs femmes, soit leurs enfants, soit leurs cousins. Ça aiderait que le peuple voie qu'on ne travaille pas pour des gens qui se battent pour leurs intérêts personnels. Et ainsi de suite. Mais ces mesures-là proposées déjà au mois de mai de l'année passée étaient foulées aux pieds. Et ça n'augure pas de bonnes élections. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et honneur, disons-nous, au vu de ce qui est fait, on ne rentre pas dans la désignation du président de la commission même nationale électorale indépendante. La désignation de Kadima, tout le monde le sait. On sait que ça a créé un tollé. À tous les niveaux, évidemment, avec beaucoup d'acteurs. Oui. Déjà, évidemment, la question c'est, est-ce que ce n'est pas là que ça a finalement commencé? Est-ce que ce n'est pas là, évidemment, que beaucoup d'acteurs ont commencé à dire ça n'augure pas un lendemain meilleur dans ces processus électoraux? Pas seulement. En plus du fait qu'on a imposé Kadima, qui était refusé par la composante de la société civile, les églises, qui sont une grande composante de la société civile, et il y avait aussi la nomination de juges, de magistrats de la Cour suprême, si je ne m'abuse, de Cour constitutionnelle. Donc tous ces éléments-là étaient comme une sorte de prélude à un bâillonnement à la démocratie. Donc ça ne nous a pas étonné qu'on en arrive, quand vous présentiez, à des violences comme on est en train de voir maintenant, parce que le décor était déjà planté par rapport à cela. Mais bon, les éléments que nous venons de donner nous disent que nous, de la société civile, évidemment, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on était en train de regarder sur Internet certains instituts de sondage où l'on dit, au vu de ce qui s'est fait, il y aura moins de 43% de sondages réalisés, moins de 43% de personnes qui se présenteraient pour élire le 20 décembre. Okay. Le 20 décembre qui n'est pas comme le dit la Constitution. Ou des boycotts des élections carrément. Exactement. Okay. Exactement. Et alors on risque d'avoir un président ou des députés qui n'auront pas la légitimité par rapport à l'acceptation du peuple. Bon, ils vont déjà que nous avons des élections à tour unique. Il y a plus de tours. Donc là, on est carrément en train de rater notre décollage, notre atterrissage ou notre décollage par rapport à la bonne démocratie pour laquelle pourtant beaucoup d'enfants de la société civile sont morts. Nous n'oublions pas que Linkouloula vient de faire 5 ans. Il a été tué parce que acteur de la société civile et il s'est battu pour la démocratie. Nous n'oublions pas que Rossi, que Kapanga, tous ces gens-là sont morts pour la démocratie, mais est-ce que leur sang a été versé pour rien? On était avec l'UDPS hier, en train de se battre contre un régime dictatorial. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que l'on craigne que les élections ne viennent pas être une sorte de validation
d'une dictature qui ne dit pas son nom. Eh bien, vous n'avez pas un tableau effectivement inquiétant par rapport à tout ce qui se rapporte à ces élections, dépit évidemment les débuts de ces processus, un tableau extrêmement, en tout cas inquiétant, s'il faut le dire comme ça, mais finalement, parce que vous avez évidemment évoqué aussi le rôle de l'opposition, parce qu'à un certain moment, on sent que parfois on se demande est-ce qu'il y a une stratégie pensée, évidemment, pour faire face à tout cela. Est-ce que finalement, en RDC, est-ce que vous avez compris tout ça, qui devrait effectivement faire la société civile, au-delà d'ailleurs de tout ce qui se passe? Est-ce que la société civile également n'avait pas un rôle évidemment pour ne serait-ce que essayer de décrisper la situation à l'heure actuelle? Parce qu'on sait évidemment qu'il est partie prenante, il est également, parce qu'officiellement, Kadima, qui est le président de la CENI, est membre de la société civile. Merci beaucoup. Mais que fait la société civile? Les grandes fêtières de la société civile déjà sont très impliquées par rapport à comment sauver la démocratie. Que ce soit la CENCO, que ce soit l'ECC, que ce soit les autres grandes plateformes de la société civile, se battent pour qu'on ne puisse pas perdre la démocratie que nous avons chèrement acquise. Et nous travaillons beaucoup, c'est ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, comme membre de la société civile, travailler pour une éducation citoyenne. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Et la société civile que nous sommes, la société civile que le peuple n'acceptera pas. Nous avons accepté de dire à nos populations, à nos pères, d'aller se faire enrôler. Nous continuons à leur dire que parmi les voies pour demander, réclamer ce qu'ils veulent être le modèle de gouvernance dans notre pays, c'est de passer par les élections. Nous sommes en train, avec notre peuple, de dire que l'agression qu'a subie la RDC est injuste. On devrait permettre au peuple d'être libre et de voter. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, honneur. Peut-être comment est-ce que les gens qui sont sous contrôle, ça fait une année que le M23 est là, les gens qui sont sous contrôle de M23, dans les territoires où le M23 se trouve, le M23 est réputé être un mouvement terroriste. Donc il ne devrait pas négocier avec l'État congolais. Mais comment l'État se comportera-t-il avec son organe d'appui à la démocratie qu'est la CENI par rapport aux endroits, aux territoires occupés par le M23? Va-t-il négocier avec le M23? Et s'il négocie avec le M23, ça sera quelle négociation? Seront-elles des élections libres? Là, ce sont des questions. Et notre travail, c'est de nous battre pour que on conjugue nos forces, nous conjuguons nos efforts, afin que des mouvements insurrectionnels et des groupes terroristes soient boutés dehors. Et les plaidoyers que font toutes les organisations de la société civile et que la guerre finisse et permettre au peuple d'aller voter, mais d'aller voter librement. Ça, nous y travaillons et les églises, comme d'autres fêtières de la société civile, se battent pour ça. Nous continuons à réclamer que les mesures prises contre la démocratie ne soient pas de mise. Nous faisons pression sur les institutions. Parfois, nous appuyons certains acteurs pour que, évidemment, on ne torpille pas, on ne bâillonne pas la démocratie. Non, finalement, évidemment, les rôles de la société civile, il est connu, il joue sa partition, comme on peut le dire, mais dans un processus comme celui-ci, est-ce que finalement, on ne risque pas évidemment de déboucher dans une méfiance totale, dans des arrestations, comme on le voit, qualifiées parfois de politiques par des opposants ou des membres de la société civile? Est-ce qu'on ne risque pas évidemment d'aboutir à un processus électoral avec des violences plutôt inquiétantes ou des violences qui peuvent mettre le pays à feu et à sang? Ça là, ça fait peur. Ça fait peur parce que à voir déjà comment se positionne. On sait qu'en 2006, ça a abouti à quelque chose dans ce sens. Eh bien, en 2011, on a quand même dit, ok, on a eu des élections, encore une fois, avec beaucoup de questionnements. En 2018, eh bien, tout ce que ça fait, on parlait d'ailleurs des nominations. Et aujourd'hui, alors qu'évidemment, dans ces processus-là, il y avait quand même un tout petit peu de dialogue entre acteurs. Aujourd'hui, on voit que les dialogues est rompu entre les acteurs. Même la CENI, effectivement, n'a pas évidemment cherché à rendre un tout petit peu, évidemment, ces opérations un peu plus consensuelles, je vais dire, même si ce n'est pas une obligation, en effet. Merci beaucoup, Honor. Je pense que
c'est Albert Einstein qui l'avait dit, on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats contraires. Je le paraphrase. Et chez nous, on n'a pas appris, on dirait. On dirait qu'on n'a pas appris des leçons du passé. Le président Malou Malou avait proclamé les élections de 2006, je pense que c'était dans une char de combat. Ça, aux yeux du monde, ce n'était pas propre. En 2011, nous savons comment étaient les résultats, avec tous ces boycotts, toutes ces marches, tous ces refus. En 2018, on a tous crié à une parodie d'élection, à une nomination présidentielle. C'est ce que la société civile a constaté. L'Église catholique l'avait dit. Je pense à l'époque à fait Monseigneur Monsengo, où le cardinal Monsengo avait dit que l'Église connaît qui a gagné, mais il n'a jamais proclamé. Et le travail, exactement, le travail que nous sommes en train de faire, et que toutes ces grandes fêtières de la société civile sécurisent les élections. Et le peuple sécurisera les élections comment? Même dans les structures, non, dans les contrées où il n'existe pas des institutions, il y a une institution qui est là, la communauté. Il y a une deuxième institution, l'église. Même dans les tréfonds de nos villages, il y a toujours une église. Et ce que nous demandions, c'est ce que les autres avaient déjà demandé, et la pression va continuer, pour que l'on voit dans quelle mesure il est possible d'éviter les conflits. Parce que le conflit, c'est pas ça le problème, mais le problème, c'est comment on résout le conflit. Et la résolution des conflits devrait se faire sans violence. Parce que des conflits, quand on les résout bien, c'est parfois des moteurs de développement. Et à la société civile, déjà, nous voudrions qu'on voie déjà qu'il y a un conflit. Il y a un grand conflit parce que les intérêts sont divergents. Il y a un grand conflit parce qu'on voit les regroupements de politiciens se font par des alliances qui font peur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les personnalités politiques qui hier étaient des grands chantres du FCC, aujourd'hui ils soient blanchis parce qu'ils sont entrés dans l'union sacrée. On se demande alors, avons-nous vraiment des hommes politiques? Croient-ils à des idéaux? Ont-ils une moralité politique? Là, ça fait peur, parce que vous avez parlé des méfiances. Ce sont là les éléments qui font que, dans la société civile, on soit méfiant des politiciens. Et malheureusement, cette méfiance peut faire en sorte que le taux d'abstention par rapport aux élections soit grand. Et si le taux d'abstention est grand, alors on est parti pour une dérive dictatoriale. Parce que ceux qui sont au pouvoir maintenant, ils sont en train de tout faire pour ne pas quitter le pouvoir. Ils ont dit le pouvoir pour le pouvoir, nous y sommes et nous y restons. Mais est-ce qu'ils y restent par volonté populaire? Est-ce qu'ils y restent par vœu du peuple? Ce sont là des questions qu'on se pose. Et alors notre travail, c'est, dans la société civile en tout cas, c'est de travailler avec notre communauté, avec notre peuple, pour que le peuple comprenne qu'on fera tout. On fera tout pour créer d'autres gens qui vont être des indécis. On fera tout pour créer des gens qui trouvent que en fait, ça ne vaut pas la peine des élections. On fera tout pour décourager les gens à aller voter. C'est ça le jeu. Et ça s'est fait sous d'autres cieux, ça s'est fait à chez nous, afin qu'on assiste à une sorte de hold-up électoral. Et le travail, évidemment, que la société civile doit faire par rapport à la sécurisation, c'est de réfléchir par rapport aux observateurs. Quels observateurs allons-nous envoyer? Comment allons-nous les former? Comment allons-nous les déployer? Comment est-ce que nous allons faire par rapport aux résultats qu'ils vont amener? Comment allons-nous sécuriser ces résultats? Comment allons-nous faire que ces résultats soient crédibles? Comment allons-nous coopérer évidemment avec la CENI, parce que nous sommes une partie prenante? Comment allons-nous coopérer avec la CENI pour éviter ce que nous avons vu? Aujourd'hui, c'est encore possible évidemment que la CENI fasse ce qu'on appelle un recul un tout petit peu pour se dire, eh bien, est-ce qu'on peut évidemment parler des étapes? Parce qu'on sent que les tableaux que vous essayez de peindre, il est inquiétant. Mais est-ce que ce n'est pas le moment, effectivement, au lieu que la société civile attende, est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, eh bien, demandons à la CENI plutôt de mettre un break et de revenir au bon sens, entre guillemets, pour qu'on discute autour de ce qui reste à faire? Ah, ça, c'est une question très, très importante. Il n'y a rien au monde qui soit aussi fort que le peuple. Il n'y a rien au monde qui soit aussi fort que le peuple. Et je trouve que la CENI ne devrait pas
attendre que la violence arrive. Parce que le conflit, j'ai dit que le conflit est déjà là. Il est là. Il est déjà là. Alors, comment est-ce qu'il faut le résoudre? C'est ça toute la question. On ne doit pas attendre que, c'est à l'instar de, je me rappelle, en 2006, c'est encore là l'Église qui avait appelé les gens à comment se comporter. Je parle de l'Église sous toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions. En 2023 maintenant, le peuple a atteint une certaine maturité quand même. Et cette maturité devrait faire en sorte que la CENI prête oreille à toutes les parties prenantes. La CENI ne devrait pas se comporter comme si elle était une sorte d'entonnoir du pouvoir qui réserverait tout ce que le pouvoir dit et faire fi de ce que le peuple voudrait. Ça, la CENI ne devrait pas se comporter comme ça. Et notre appel à la CENI, c'est d'être attentif à tous les cris de toutes les parties prenantes. C'est vrai, déjà que la CENI le sait, que la société civile, les églises en tête ont crié contre la nomination de Kadima. La CENI a fait fi parce qu'elle était accompagnée par le camp présidentiel. La CENI a fait fi, l'église a dit on fait avec. Les FCC, qui a donné le deuxième vice-président, aussi avait dit que, je pense que c'est Didi Manara, les FCC de Kabila, non, le PPRD de Kabila n'avait pas reconnu Didi Manara. D'ailleurs, il est hors du processus actuellement. Mais hors du processus maintenant, mais Didi Manara continue à siéger. Là encore, la CENI a fait fi. Je ne parle pas de tous les cris que la société civile est en train de dire. J'avais ici dit c'est que le G13 avait proposé pour éviter une sorte un scandale électoral. Et on ne doit pas attendre que les grandes puissances, le pays dit de grandes démocraties, viennent nous faire la leçon. Déjà que le peuple crie à ce qu'on organise des élections correctes, ce n'est pas que le peuple se met du côté de l'opposition. Non, c'est la lecture des choses. C'est la lecture des événements qui pousse le peuple à dire il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse. Écoutez le fichier. On appelle des gens qui viennent pour faire l'audit du fichier, mais ils font combien de temps? Ces gens font combien de temps? Ils sortent un résultat, on connaît après les résultats que non, il y a des coins où on n'a même pas regardé quel membre il y avait. Mais je venais de parler ici de certains coins. J'ai parlé du territoire de Lubero. Et les territoires de Lubero, ils ont trouvé, ils pensaient qu'ils seraient maintenant au top après avant les territoires d'Idiofa. Ils ont trouvé qu'on a juste reconduit ce qu'ils avaient en 2018, c'est-à-dire 9 sièges. C'est-à-dire le travail n'a pas été fait. Il a questionné, en fait, parce qu'il y a eu quand même, j'ai vu l'ancien président de la CENI dire que c'est un travail carrément bâclé, M. Corneille Nangaa, et d'autres acteurs qui disent que ce n'est pas un fichier crédible. On a vu évidemment dans la loi de la répartition des sièges, les FCC également boudé. Beaucoup d'autres acteurs ont dit qu'il faut carrément revenir au travail, donc revenir à zéro, donc refaire le travail. Eh bien, tout ce que vous venez de dire, c'est que la CENI n'a pas pu commencer le dialogue. Il va être difficile, effectivement, qu'il l'ouvre en ce moment. La CENI, là, on va l'accuser, tout le monde va l'accuser. Tout le monde va accuser la CENI. La CENI peut même décider de nommer un président de la République. Je pèse mes mots. La CENI peut même aller jusqu'à... Mais comment est-ce que ce président, déjà que nous sommes un pays fragile, si nous installons des institutions fragiles, qu'est-ce qui va advenir à ce pays? Est-ce que la CENI est prête à l'implosion de la République? Ça sera une responsabilité. Et c'est là, en fait, que la société civile en appelle aux parlementaires, à nos députés nationaux, nous, provinciaux, enfin, malheureusement, qui, quand ils partent, ils ne reviennent pas. Au Nord Kivu, on a tout bloqué, avec l'état des sièges, en Ituri aussi. Le cri de la société civile, c'est appeler à ceux qui sont dans les institutions à faire une culture du bon sens. Et la culture du bon sens finit par payer. Sinon, ils seront tous condamnés avec la CENI. Si jamais ils préparent un hold-up électoral, ils seront tous condamnés avec la CENI à avoir travaillé pour barrer la route à la démocratie et refuser au peuple de faire son choix. Le peuple a fait son choix dans ce pays. En 2018, tout le monde attendait, savait que Kabila, excusez-moi de dire comme ça, que le président honoraire allait tricher les élections. L'ancien président. Tout était on dirait, planifié que Chadar gagne les élections. Mais le peuple s'est prononcé. Et on n'a pas nommé, enfin, les gens disent on a nommé Tshisekedi, mais ce n'était pas pour nos beaux yeux que Chadar n'est pas passé. Non, c'est parce que le peuple a dit non, Chadar ne passera pas.
Et le peuple reste les derniers arbitres par rapport à cela. Et nous espérons que le moment va venir, mais il risque d'être tard, que la CENI se rende compte qu'il faut faire machine arrière. Donc, fichier électoral contesté, la loi sur la répartition des sièges contestée, des acteurs animant la CENI contestés, évidemment une opposition qui ne se retrouve pas dans le processus, qui continue évidemment à réclamer. La question évidemment, je l'ai évoquée par rapport à l'opposition, est-ce qu'il est évidemment possible que ces acteurs aujourd'hui, est-ce qu'il est possible qu'ils s'entendent? Est-ce que c'est possible, au-delà effectivement de l'entente entre opposants, mais que les acteurs impliqués dans le processus, au-delà de la CENI, est-ce que, au-delà de la CENI, est-ce qu'il y a des institutions qui ne peuvent pas vraiment s'impliquer? Par exemple, le président de la République, le Parlement, le gouvernement. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, évidemment, pour pouvoir décrisper les climats politiques, pour nous préparer à affronter de bonnes élections? Bon, deux choses à dire pour cette question. La première est que, est-ce qu'il est possible que les opposants s'entendent? Enfin, si on se réfère à l'histoire récente, nous nous rappelons tous que la candidature unique de 2018, si je ne m'abuse, c'était pour contrer Emmanuel Shadari, qui était le candidat du pouvoir. Il n'est donc pas possible. On ne gagnera pas la démocratie de ces pays, les partis politiques tels qu'on connaît, la mosaïque qui constitue les partis politiques de ce pays, tels qu'on connaît les seuils électoraux et tout ce que les exigences à ces sujets. Il ne sera pas possible à un seul parti de gagner les élections. Donc ceux-là qui vont gagner les élections devront faire un effort pour conjuguer les efforts, se mettre sur une liste des plateformes, ainsi de suite. Et nous savons qu'en 2018, c'était pour battre les candidats du pouvoir que l'opposition s'était mise ensemble après les sommets de la rencontre de Genève, si je ne m'abuse. Donc, des scénarios comme ça ne sont pas à exclure. Les scénarios comme ça ne sont pas à exclure. Déjà qu'ils savent qu'en face, il y a un candidat qui est en train de favoriser à ce que tout le monde vienne à leur mangeoire pour avoir sa part du gâteau. Et ils savent ça, ils sont conscients de ça. C'est, on dirait, une sorte de blanchissement politique que le FCC est en train de faire, qu'on appelle tout le monde, même les plus terribles des caciques du FCC, viennent à cette baignoire, ils se baignent, ils deviennent saints dans l'union sacrée. Donc, ils savent que le pouvoir en place est en train de tout mettre en œuvre pour un hold-up électoral. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'unir, sinon disparaître. Et ils sont en train de réfléchir sur comment rééditer ce qu'ils avaient déjà fait à Genève la fois passée. Je pense qu'ils sont en train de le faire. On a vu des marches organisées par l'opposition, ensemble. Donc ils se sont mis ensemble avec Katumbi, Fayoulou, Sesanga et j'oublie le quatrième. Ils se sont mis ensemble pour faire la marche. Non, pardon, Matata Pognon. Ils se sont mis ensemble pour mobiliser, ils se sont mis ensemble pour organiser des sit-ins, ils se sont pas mis ensemble 4 acteurs. Ils ont appelé le peuple, ils ont appelé la masse pour faire cela. Et je pense que ce scénario n'est pas exclu. Ça c'est un de deux. Est-ce qu'il est possible que les institutions se parlent? Mais bien sûr. Bien sûr, parce que nous sommes tous en train de voir les démarches qu'est en train de faire la société civile. Après que la CENCO et l'ECC aient eu à émettre des critiques sur l'audit du fichier, on a vu que la CENCO est allée voir le pouvoir. On a vu que la CENCO a parlé avec le Premier ministre, a parlé avec les membres du gouvernement, a parlé aussi avec la CENI. Des dynamiques comme ça sont des dynamiques que nous encourageons et nous espérons que ça ne va pas rencontrer un mur non franchissable, va permettre aux acteurs des institutions de réfléchir et de revenir. Nous sommes en train d'attendre leurs vacances parlementaires, nous pensons que c'est bientôt, et donc les députés vont rentrer, même s'ils ne rentrent pas souvent, mais ils vont rentrer pour commencer leur pré-campagne, comme ils appellent. Ils vont quand même rentrer pour commencer leur pré-campagne. La société civile, chez nous en tout cas, est claire. C'est zéro élu réélu. C'est zéro élu réélu. C'est une campagne que nous sommes en train de faire dans le public. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse sur des gens qui pourraient se battre pour le bien-être de la population. Et
avec cette pression-là de la société civile, de leur propre communauté, les membres des institutions sont comme obligés de réfléchir. Mais comme on connaît ce pays, on réfléchit toujours en retard. C'est ce qui a poussé le glissement de 2016 à 2018. C'est ce qui a poussé. On a réfléchi avec retard. Après les deux dialogues qu'il y a eu, la Cinco et de l'Union de la cité de l'OUA, en fait, on est allé à un glissement de 2 ans pour rien. Mais c'est comme ça que les politiciens congolais ils sont. Ils aiment en fait rester à leur mangeoire, manger, boire, jouir des dividendes du pays, oublier le. Mais ça va arriver un moment où ils sentent que l'épée de Damoclès est au-dessus de leur tête, et c'est à ce moment-là qu'ils décident. Est-ce que finalement il y aura élection? Parce que finalement, quand on entend les acteurs, quand on voit cette méfiance, quand on voit les jeux des uns et des autres, on se demande est-ce que finalement il va y avoir élection à la fin de l'année? Là, ça n'engage que moi. Je pense à 2 choses. Si on réfléchit avec tous les tableaux qu'on venait de peindre, il y a crainte qu'il n'y ait pas élection à la date voulue. C'est-à-dire le 20 décembre 2023. Il y a crainte. Il y a des mécanismes constitutionnels qui disent en cas de non-élection qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous savons que ces pays, on a de beaux textes, mais le mettre en pratique, c'est un problème. Ça c'est la première. Donc les gens pensent que avoir les tableaux tels qu'il est peint, avoir le processus, comment il évolue, il n'est pas sûr qu'on ait des élections. Et s'il y a un forcing électoral, alors ça sera des élections pour des élections. Ça sera des élections qui ne vont pas respecter les points de vue des autres. Ça sera des élections qui vont nous ouvrir un boulevard de conflits, un boulevard de violence. On n'en a pas besoin. On a suffisamment versé du sang dans ce pays, ça ne vaut plus la peine qu'à cause des élections, on verse encore du sang. Une seule goutte du sang congolais, c'est une goutte de trop. Alors, nous allons évidemment prendre la deuxième partie. Vous avez évoqué le rôle de la société civile, les rôles des acteurs aujourd'hui en ce moment. On a vu évidemment des acteurs clés de la société civile commencer évidemment des campagnes pour dire on n'élit plus ceux que nous avons élus. Les autres, évidemment, ont appelé d'ailleurs le docteur Mukwege, qui dirige la Fondation Panzi, je le rappelle, prix Nobel de la paix 2018, à être candidat à la présidentielle de 2023. Nous prendrons en tout cas un temps pour en parler très clairement, parce que vous, je sais que vous pouvez évidemment être une bouche autorisée pour en parler. Et bien, mais en attendant, ces élections, on l'a vu, la société civile impliquée, mais évidemment, parce que ce soit au Sud Kivu, que ce soit au Nord Kivu, dans beaucoup d'autres provinces, on n'a pas vu des sérieux échanges comme dans l'ancien temps où on avait des cas de concertation et où la CENI discutait avec les acteurs tout le temps. On voit évidemment certaines rencontres, mais beaucoup d'acteurs disent que ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas eu des réponses. On est juste dans une histoire où on a l'impression juste qu'on vient nous dire c'est comme ça que ça va se passer et sans suite. Mais déjà le 25 juin ici, est-ce que ce sera, vous conseillez aux acteurs sociaux ou à ces acteurs qui veulent évidemment les changements d'aller déposer et de continuer à se battre à l'interne, ou carrément vous faites comme le PPRD qui dit niet, on n'y va pas? Bon, est-ce qu'il y a une solution idéale à ces points de vue? On va juste essayer? Des solutions idéales dans ce pays, il n'y en a jamais eu. Okay. Il n'y en a jamais eu. Nous savons qu'en 2006, l'UDPS, qui était un très grand parti politique, avait boycotté les élections parce qu'il avait refusé, je pense, le recensement des élections sans recensement, où ils avaient refusé qu'on ait organisé les référendums de la manière qu'on l'avait fait. Mais on a organisé les processus sans l'UDPS et on a validé les gens qui ont été portés au pouvoir. Je pense que la politique de chaise vide ne paye pas. Évidemment. Ça ne m'engage que moi. Je pense que la politique de chaise vide ne paye pas. Il faut, quand on veut changer un système, parfois dire on affronte les systèmes. On affronte les systèmes et on étudie comment est-ce qu'on travaille pour changer le système. Et je conseillerais personnellement, moi, enfin si ça engage que moi, j'irai voter parce que les acteurs se sont polarisés à l'extrême, vous dites. Les acteurs se sont polarisés à l'extrême, ils ont créé des camps, ils ont pris tout l'argent du pays, ils ont muselé les organes, ils ont les institutions, je voulais dire, et
Ils sont presque en train de dire, nous y sommes, nous y restons, nous allons gagner. Mais le plus grand gagnant, je rappelle, ça reste le peuple. Et je dirais au peuple de ne pas être un outsider. Le peuple doit être dans ces jeux-là. Il doit rester dans les jeux et bouleverser les jeux à l'intérieur. En fait, on ne peut pas avoir un ballon d'or si on n'a pas joué. Et je me dis, pour que le peuple ait son ballon d'or, et le ballon d'or sera mettre des gens que le peuple veut dans les institutions que le peuple, la Constitution le donne. Et pour le faire, il faut aller dans le processus. On changera les règles du jeu à l'intérieur, mais il faut être dans le processus. En tout cas, dans les cas contraires, il faudrait réfléchir à des mécanismes qui devraient, comme vous avez dit, ils se sont polarisés, ils se sont radicalisés. Évidemment, c'est parce que le pouvoir en place a tout mis en œuvre. Nous n'avons pas dit que les conflits et jusqu'à Maluku. Maluku, c'est Kinshasa. Ça, c'est vraiment Kinshasa. Nous n'avons pas dit ça. Nous n'avons pas dit que c'est en train de se radicaliser à l'intérieur de Kinshasa avec les Kouloula qui se promènent avec des machettes pendant la journée. Il y a même des hommes non identifiés au Congo central. Le conseil de ministres en a évoqué. C'est quand même inquiétant. Oui. Inquiétant, évidemment. Mais ce sont là les éléments, honneur, qui nous montre que en fait, le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour dire nous voulons négocier, ce n'est pas nous. On vient de nous imposer l'insécurité. Disons-nous déjà que les deux provinces voisines du Kivu, c'est-à-dire le nord du Sud Kivu, le nord Kivu et la province du Touri, ont été mis sous état de siège. Il n'est pas impossible qu'on dise, écoutez, vous savez, il y a trois autres provinces. Qu'est-ce qui nous dit que demain on ne mettra pas les grands Bandundu en état de siège? Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne mettra pas demain les grands Bakongo en état de siège? On peut aussi mettre l'état de siège à Kinshasa et déclarer, dire, vous savez, vu la situation sécuritaire, les priorités de l'État se focalisent sur la sécurité. Ce sont des scénarios auxquels, oui, évidemment, on réfléchit. Et comme peuple, nous ne devons pas nous désengager, nous devons rester vigilants, observer comment le processus évolue et décider au moment voulu de placer notre carte. Fichier électoral déjà présent, la loi sur la répartition des sièges votée à l'Assemblée nationale, en examen aujourd'hui au Sénat. Les dernières nouvelles, je ne sais pas si ça a été déjà voté au Sénat, mais enrôlement déjà prévu au Kwamount, oui. Alors qu'au Nord Kivu, il y a des territoires évidemment qui n'ont pas encore commencé l'enrôlement. Et finalement, ce n'est pas de se dire à la société civile, on n'y va pas, on ne veut pas cautionner pareilles élections. Vous avez vu qu'en posant votre question, je me suis senti énervé. Oui. Énervé parce que, mais qui est-ce qu'on est allé enrôler à Kwamount? On a dit le 26 de ce mois, on commence l'enrôlement. Mais on enrôle qui à Kwamount? Qui est resté à Kwamount? Qui est resté? Parce que la violence ne peut pas laisser les gens là-bas. Les gens ont fui. Il y en a qui sont partis à Kinshasa, une grosse masse. Il y en a qui ont traversé vers Brazzaville. On va enrôler qui? Mais pourquoi est-ce que ce pouvoir s'entête? Pourquoi? Mais écoutez, c'est la même chose si on disait, on va enrôler, on l'a dit, hein, je l'ai dit avant, on a dit qu'on a envoyé des kits électoraux dans des sites de déplacés internes. Nous en avons honneur. 5 millions. Ce pays ici n'a pas peur des chiffres. C'est comme ça qu'on vole comme on veut, hein. On n'a pas peur de combien on vole. Donc, ce pays n'a pas peur des chiffres et ça fait mal. C'est quand même 5 millions de Congolais qui sont poussés à l'errance par la violence. Et on vient à Kwamount faire une sorte de maquillage et dire on a organisé les processus d'identification et d'enrôlement à Kwamount. Mais on va enrôler qui? Qui va-t-on enrôler à Kwamount? Qui est resté? J'ai vu hier sur une chaîne périphérique un chef, une responsable des tribus, je ne sais pas de qui disait, mais écoutez, ces conflits Tekeyaka a chassé tout le monde. Alors on vient voter qui? Ceux qui ont fait la guerre, non, ceux qui sont venus s'imposer par la guerre, ce sont eux qui sont restés. Est-ce qu'on va seulement à Kwamount prendre, enrôler seulement ceux qui se sont imposés par la guerre? Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Écoutez, mais je suis en train de penser qu'on nous prend pour des idiots. On prend le peuple pour des idiots et c'est en train d'énerver. Ça ne devrait pas continuer. La CENI, comme je dis, s'est radicalisée comme la classe politique. Et ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas intéressant. C'est une structure d'accompagnement. C'est une structure d'accompagnement. Ce n'est pas une structure d'imposition de la démocratie. Enfin, de ce que le pouvoir veut. Donc,
je pense que là, on est en train de vouloir dire au peuple du Kivu que nous sommes en train de... Ça s'est fait déjà en 1987. Parce que là, Rutshuru et Nyiragongo, pas encore évidemment de programme pour l'enrôlement. Oui. On suppose peut-être qu'ils se sont déjà tous enrôlés. Est-ce qu'évidemment, c'est ce que ça ne va pas? Parce que au-delà de ces élections, au-delà du climat politique, il y a également aussi cette sorte de méfiance qui est née dans l'exercice de ces pouvoirs depuis 5 ans. Les gens se disent, on ne nous aime pas. On voudrait faire ceci. On voit effectivement une sorte de radicalisation également à travers dans des provinces. On se dit, ils ont privilégié tel, ils ont privilégié tel. Est-ce que les Kivu, évidemment, certains des Kivu ne risquent pas de se sentir également aussi, je veux dire, marginalisés? Parce que finalement, on a commencé, vous l'avez dit au début, les Kasaï, on a parlé évidemment des bureaux de vote ou des électeurs attendus par rapport à d'autres provinces. On a vu, ça créait un tollé, on a vu des opposants, Martin Fayulu et d'autres dire, eh bien, on privilégie ceci par rapport à d'autres provinces. Évidemment, des accusations balayées des revers des mains par la CENI. Mais on va encore enrôler à Kwamount, alors que à Rutshuru ou à Nyiragongo, on a encore ce problème avec les déplacements et la guerre d'IM23. Comment ça va se passer? Est-ce que ça, évidemment, les élections que nous risquons d'avoir déjà dans cette controverse ne risquent pas évidemment de mettre aussi à mal la cohésion nationale? C'est un mot-clé, controverse. C'est très important ça. Et c'est là que j'étais en train de dire que le pouvoir c'est totalement radicalisé. La CENI, malheureusement, avec le pouvoir. Malheureusement. Parce que quand on risque de trouver qu'il y a des conflits qui sont entretenus par le gouvernement. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement envoie des kits, va envoyer des kits et des agents à Kwamount, alors que la paix n'y est pas encore totalement rétablie? En ce que je sache, parce qu'on a vu hier un chef de cette contrée en déplacement à Kinshasa. C'est lui d'ailleurs qui était en train de faire cela sur Digital Congo, si je ne m'abuse. Donc, on va enrôler qui? Mais pourquoi est-ce que le pouvoir a intérêt à envoyer des kits électoraux et d'enrôlement, pardon, et des agents à Kwamount, alors que Kwamount venait de vivre la même situation que Nyiragongo, que Rutshuru? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose à Nyiragongo et Rutshuru? D'entrée des jeux, j'avais déjà dit ça. Ont-ils négocié avec les Teke et les Yaka pour venir enrôler à Kwamount? Cela va donc signifier que le gouvernement de faire ces semblants d'enrôlement à Kwamount, alors que nous tous nous savons que le conflit, il y a peu, le général Kassongo disait, on va envoyer des troupes, des policiers et des militaires à Kwamount. Il venait de dire ça il n'y a pas une semaine. Donc on est tous en train de comprendre que soit on veut fouler le peuple et dire qu'il y a la paix à Kwamount, il n'y a pas de problème, ou alors c'est un jeu, c'est un scénario qu'on a soi-même créé, et qu'on veut valider un processus électoral déjà gagné à l'avance. Donc pour les élections sont gagnées à l'avance. Et ça, le peuple ne l'acceptera pas. Denis Mukwege sera-t-il candidat en 2023? Ça, c'est une grande question. Ça va faire une année, le 30 juin, oui, le 30 juin, que les intellectuels congolais, les professeurs à leur tête, les professeurs d'université, aient dit qu'il faut choisir les meilleurs d'entre nous au vu de la situation de la République pour nous diriger. Ces professeurs-là d'université ont jeté leur dévolu sur leur digne frère, le docteur Denis Mukwege. Ils ont été rejoints par beaucoup de société civile, et même de femmes qui se sont fédérés pour dire s'il n'a pas d'argent pour payer la caution, nous allons la payer. Ça, c'était un grand appel. Ça, c'était un grand appel qu'ils ont fait au docteur Denis Mukwege. Je voudrais dire que par rapport à ses qualités, que ce soit morales, psychologiques, intellectuelles, humaines, par rapport à sa notoriété et à ses capacités de diriger, je trouve en docteur Mukwege, nous sommes 100 millions d'habitants, et il est sur la première ligne des meilleurs d'entre nous. En tout cas, la première ligne des meilleurs d'entre nous. Ce n'est pas pour rien que des grandes personnalités du monde et de chez nous, nous devons le dire, viennent rendre visite au docteur et avoir son point de vue. Le docteur Mukwege, le président François Hollande l'a dit, c'est une inspiration mondiale. Il est adulé partout, sauf par des politiciens de chez lui.
Je pense que la question a été posée, le docteur connaît le problème de son pays, il vit avec le vulnérable. Je pense qu'il a tenté des solutions par la gouvernance des institutions qu'il fait. Il n'est pas seulement de la Fondation Panzi, il a plusieurs casquettes, le docteur Mukwege. Il est consultant il est consulté dans beaucoup de plateformes au monde. Je ne veux pas me mettre à les citer, on n'est pas à l'étape de la campagne. Mais je voudrais dire que on ne peut pas être de cette trempe, travailler pour que soient votées des résolutions au niveau du Conseil de sécurité, travailler pour trouver des lois et des textes qui ont force de loi au niveau de l'Union européenne, travailler au niveau de la sous-région, à la CIRGL en 2011, travailler pour la stratégie de lutte contre les violences basées sur les genres au niveau de la CIRGL, travailler au niveau national pour la stratégie holistique nationale de justice transitionnelle et dire qu'on est apprenant. Non, le docteur est à un niveau où il constitue, avec d'autres bien sûr, des intellectuels que nous pensons, qui ont le droit, si jamais ils voudraient, de présider à la destinée de ce pays. Eh bien, présider à la destinée, lui-même, en tout cas, prend son temps pour dire, eh bien, je m'engage à porter votre voix, parce qu'on a vu, évidemment, nous, journalistes, nous les matraquons tout le temps pour demander, mais quand est-ce que vous prenez parole pour prendre désormais, pour dire, évidemment, je m'engage, évidemment, autour de lui, on sent, évidemment, que vous prenez encore votre temps pour dire, on attend encore, mais entre-temps, les temps passent, beaucoup d'acteurs sociaux du changement, engagés pour le changement, qui attendaient évidemment aussi sa candidature ou son nom, évidemment s'engage, parce que maintenant c'est le 25 juin, eh bien, si le docteur est candidat demain, vraiment en quelques secondes, il pourrait évidemment être président sans personne au Parlement. Ça peut également créer des problèmes dans la gouvernance. Je souris parce que ils sont nombreux de gens qui ont pensé qu'il faut que les choses changent. Certains sont avec les docteurs et d'autres pas. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Je prends l'exemple de ces garçons universitaires de Kisangani qui s'était transformé en un toléquiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait conduire vélo, mais qui à un moment, il a été envoyé au Parlement national, au Parlement pour parler au compte des femmes qu'il servait. Nous pensons qu'ils sont nombreux, des gens comme ça, qui sont à gauche, à droite, dans toute la République, qui pensent qu'il faut que les choses, on le voie autrement. Et il ne s'agit pas nécessairement à partir à un parti politique pour voir que les choses ne marchent pas. Nous sommes des milliers, vous-même, je vois comment vous conduisez cette émission, je vois vos collègues, leur degré d'abnégation, d'effort de travail, que l'on voudrait que les choses changent. Et nous sommes des milliers à les voir. Les femmes autour du docteur Mukwege sont des millions de femmes qui voudraient que leur situation puisse changer. Les vulnérables, nous sommes nombreux et nous voudrions que les choses changent. Donc, dans cet au-delà des partis, c'est-à-dire qu'ils viendront les changements, évidemment, ces élus vont carrément rejoindre les changements au cas où. Ah, c'est une alternative. Au cas où le docteur s'est décidé, il est libre, il est libre de se décider, au cas où il s'est décidé de présider à la destinée de ce pays, les gens ne manqueraient pas. Je dis que l'initiative est venue des professeurs d'université. Ce n'était pas un professeur, ce n'était pas deux. C'était plusieurs professeurs d'université. Et je ne vais pas jusqu'à dire que la liste s'allonge. Je ne veux pas parler des organisations effectives de la société civile autour de cette dynamique. Et il commence à y avoir de la pression sur le docteur, sur est-ce que tu te présentes. Mais je sais que le docteur connaît le problème. Il vit dans ce problème. Il a dit, j'ai compris. Et j'ai compris. Bon, on attend voir. Il a déjà eu à travailler beaucoup pour sauver ce pays du naufrage. Je dis beaucoup parce que je sais. Et je pense que ça lui tient à cœur la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous avons 5 minutes pour finir cette émission, Roger Bonda. Merci d'être venu. La situation est telle qu'elle. Dr Mukwege réfléchit encore. Et il a compris, il l'a dit dans une interview, j'ai compris toutes ces demandes, j'ai compris les cris de détresse, j'ai compris évidemment ce que vous voulez.
le président Tshisekedi, évidemment, qui veut remplir pour un second mandat, un second quinquennat, évidemment aussi dit je veux arriver évidemment à, si vous me donnez un autre changement, un autre mandat, on le dira en campagne, je veux refaire je veux évidemment parfaire mon programme de gouvernance. D'autres acteurs politiques de l'opposition, mais finalement, est-ce que le docteur Mukwege, on l'a vu, il a signé un communiqué avec l'opposition, depuis il n'a plus refait. Est-ce que il va, au-delà effectivement, est-ce qu'il va chercher évidemment à rejoindre ces forces politiques déjà différentes ou déjà en compétition avec l'Union sacrée? Est-ce qu'il va rejoindre ou carrément ces forces vont les rejoindre? Ah, ça c'est une grande question, mais je voudrais rappeler que le docteur Denis Mukwege, c'est une résultante des valeurs morales qui l'ont caractérisé depuis sa jeunesse. C'est un homme tellement constant, a tellement réfléchi que il tient un flambeau et je pense qu'il illumine plus d'un citoyen. Je ne sais pas, je pense que parlant des valeurs, le docteur est une grande incarnation, c'est un prix Nobel de la paix. Donc par rapport aux valeurs altruistes, par rapport aux valeurs humaines, nous pouvons tous aller, c'est une école des valeurs. C'est ça, j'allais dire brièvement, c'est une école des valeurs. Et je pense que d'ailleurs le président de la République l'avait manifesté quand il était en train de faire des consultations. Il l'a appelé pour apprendre. Pour apprendre et apprendre beaucoup. D'autres les consultent aussi. J'ai dit qu'il est consulté de par le monde. Nous n'allons pas citer les phrases de certains grands. Je pouvais citer le pape, François. Et je dis que le docteur, c'est comme école des valeurs. Il est quoi de plus normal que ce soit un baobab qui jette ses sèves sur d'autres citoyens. Ça je trouve. Et je me dis, si nous devons bâtir un Congo des valeurs, nous avons déjà un de nôtres qui, sincèrement, a prouvé au monde. J'ai vu quand le procureur de la CPI est passé à Panzi, ce qu'il a dit par rapport au travail et à la capacité docteur Mukwege à travailler pour un Congo beaucoup plus digne, pour des Congolais respectés, pour un pays paisible, où nous pourrions chacune bénéficier de la main que Dieu nous a donnée, parce que nous avons des fils et des filles capables de le faire. Et je pense que ils sont nombreux peut-être des enfants du Congo capables de le faire. Vous engagez cette année? Qui vous? Vous, Roger. Dans quoi? À l'élection. Candidat, peut-être à un vous me poussez à dire des choses alors qu'on n'y est pas encore. Parce que finalement, c'est à un certain niveau avant le 25 juin. C'est quelque chose de dire. Voici les acteurs quand même qui s'engagent et qui vont porter avec le docteur Mukwege au cas où il est dans la course. Vous savez, on a qui suis un homme engagé. Et dans tous les débats où je suis associé, j'ai toujours donné mon point de vue. Et je peux vous dire que vous savez aussi que s'il y a un candidat par famille, c'est parce que les candidats savent, les potentiels candidats savent qu'il faut aller aussi aux mangeoires parce qu'on aura 21 000. Moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. Et les gens accourent à ces jeux politiques parce qu'ils veulent se servir. Nous pensons qu'on doit faire une rupture. On doit faire une révolution. Des gens qui voudraient entrer en politique comme c'est une opportunité. Non, la politique devrait être un service. Et ils sont nombreux à penser comme ça. Je dis que le docteur Mukwege, depuis le travail qu'il fait, il rend service. Il rend service, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. S'il le faisait pour la destinée de ces pays, ce serait un service, ce ne serait pas une opportunité. Voilà des gens qui pensent que la politique c'est une opportunité, ils s'accrochent. Ils s'accrochent parce qu'évidemment, mais qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire d'autre? Et je me dis, vous me posez la question, est-ce que je m'engage? Je me suis toujours engagé pour ce pays, je serai toujours du côté du peuple, et pour être engagé dans ce pays, il ne suffit pas d'être candidat, député, national, ainsi de suite. Je fais déjà un bon travail, pour la masse, je pense. Ce n'est pas le temps de me plébisciter. Vous faites un bon travail aussi, il faut que je le dise. Et nous pensons que nous allons nous engager pour que cette démocratie, pour laquelle nous nous sommes battus. Je me suis battu depuis que j'étais trop petit. Aujourd'hui, j'ai dépassé la cinquantaine. Je me bats encore. Et je vais continuer à me battre jusqu'à ce que mort advienne si la situation comme celle-ci va continuer. Roger Brunois, à la fin, est-ce qu'il y a une petite chance, est-ce qu'il y a un message d'espoir à la fin?
Est-ce qu'il y a de l'espoir, notamment dans ces élections? Est-ce que vous entrevoyez entre toute cette masse des ténèbres, est-ce que vous voyez une petite lumière? Oui. Au-delà de ce que le docteur vous regarde, bien sûr. Ah bien, vous l'avez dit. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que il y a bien des gens qui... C'est une vision pour la dignité et du Congo, et du Congo, et du Congo, et du Congo, et du Congolais. L'espoir pour moi, c'est que la dignité, elle est permise. La dignité nous est permise, le respect aussi. Des enfants, garçons, nos fils et nos filles, pour le faire, existent. Il y a des gens qui croient encore, en l'histoire du docteur Mukwege, qu'un Congo debout est possible. C'est un géant qui s'endort et on pense qu'avec ces hommes dignes, ces femmes dignes, il est possible de réveiller ces géants qui va étonner l'Afrique et le monde. Roger Bouendoua, merci. Ce sera complètement fini évidemment pour cette émission. Merci donc de m'avoir suivi avec notre invité spécial sur ce plateau, Roger Bouendoua. Il est un acteur social, un acteur évidemment du changement, vous l'avez vu, je le reçois depuis des années, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui, un réel plaisir en tout cas de l'avoir au plateau parce qu'évidemment la barre a toujours été haut et merci donc d'être venu à la Prunelle pour la première fois bien sûr sur ce plateau, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Merci évidemment pour le travail qui est fait au-delà de tout ce que nous discutons ici au studio autour des élections. J'espère évidemment que vous allez continuer évidemment à vous battre pour changer le comportement avec le projet notamment Badilika parce que c'est même l'essence, changer et on espère évidemment de revoir très prochainement. Ce soir à 16h, nous recevons des jeunes des ligues des jeunes des partis politiques pour parler évidemment de la place des jeunes dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Ce sera un plaisir de vous recevoir et de vous revoir encore une fois sur ces plateaux. Merci à Trésor Wilondia et à Bertin Boulonza pour nous avoir permis évidemment de vous retrouver chez vous, dans vos portables et partout ailleurs. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Au revoir.